Aujourd'hui, on revient sur un ETF dont j'ai parlé il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est sorti en novembre 2024. Il s'agit de l'ETF iShares Top 20 du SP500. UCITS, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le ticker SP20. Et le pari est simple, il y a des gens à l'époque qui se sont dit, en fait, la bourse est littéralement drivée, en tout cas la bourse américaine, par une dizaine d'entreprises. Donc pourquoi s'encombrer des 480 autres entreprises du SP500 alors que toute la performance se fait dans le haut du panier? Et donc, BlackRock, quand même un gros émetteur, a sorti ce fameux ETF au tout départ où il y avait presque rien dedans puisqu'il était nouveau, il était à 0 de taille du fonds, c'était le début quand je l'ai présenté, vraiment il venait de sortir. Et j'aimerais voir avec toi ce que ça a donné un an plus tard, même si on doit être d'accord que ici voilà, c'est plus pari, c'est thématique et cette comparaison ne veut pas toujours tout dire dans le sens où c'est pas forcément comparable. Tu vois, on parle d'un ETF ici hyper concentré sur 20 sociétés les plus performantes du secteur qui sont surpondérées à fond, tu vois, le Nvidia et compagnie. Je vais te montrer tout ça, on va l'analyser ensemble. Et de l'autre côté, un ETF beaucoup plus classique qui a fait ses preuves sur des dizaines et des décennies. Donc voilà, c'est pas vraiment comparable et pourtant on va quand même les comparer dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est que ce qui favorise ce SP20 en fait, c'est qu'il est concentré sur Nvidia, Microsoft, Amazon et compagnie qui ont connu justement une période explosive. Ces entreprises du bas du SP500, les autres, elles ont largement sous-performé. Et donc le SP500, lui, est boosté par 20 entreprises qui surboostent le SP20 que je vais te présenter. Ce qui peut défavoriser ce SP20, c'est la tendance inverse. Ici, on est un peu sur un nouveau narratif, un nouveau paradigme qui fait que beaucoup de gens et beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent se concentrent sur les mêmes acteurs. Est-ce que le futur va rester comme ça ou est-ce qu'on va complètement changer de paradigme et de narratif? Ça, personne ne le sait. Tu vois, c'est à toi et à toi seul de faire tes propres stratégies, n'est-ce pas? Et j'insiste pour garder en tête qu'un SP20 ici doit être considéré comme un ETF plutôt thématique, un placement dangereux, hautement volatile, avec des mouvements beaucoup plus virulents qu'un SP500 classique. C'est pour ça que je dois toujours placer un petit disclaimer. Rien de ce que je présente ici n'est un conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucun conseil fiscal. Ça vaut pour toutes mes vidéos. On ne prend de toute façon pas de décision d'investissement sur base d'une vidéo YouTube. Soyons d'accord et cohérents une minute. Je suis un simple particulier, pas un professionnel de l'investissement. Je ne recommande aucun ETF, aucun produit. C'est pédagogique, c'est du divertissement. Et investir comporte des risques de perte en capital. Tu dois analyser toi-même si quelque chose correspond à ta situation ou non. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. C'est parti pour la vidéo. Nous y voici. l'iShares SP500 Top 20 UCITS. Tu vois le petit ticker SP20 avec le code ISIN qui est ici. On nous parle de 0,20% de frais. Première chose qui tape à l'œil, parce que si tu t'y connais en ETF, tu me diras oui, un SP500, il y en a à 0,03, 0,07, 0,10. Donc c'est quand même largement moins cher que cet ETF-ci. Donc ça, c'est la première chose, puisque c'est un ETF qui a moins de volume, etc. L'ETF, il est capitalisant, ça veut dire qu'il réinvestit automatiquement les dividendes s'il y en a. Il est physique, donc il achète vraiment les 20 entreprises. La taille du fonds, c'est 284 millions, ce qui est quand même honorable pour un ETF qui a un an, d'accord? Même si de manière générale, on attend souvent, on dit que pour être sage, il faut au moins 300 millions d'encours sous gestion, donc ça, on n'en est pas loin, et qu'il faut au moins 3 à 5 ans de données, ça par contre, on ne les a pas. Donc notre comparatif tombe déjà à l'eau. On va le faire quand même, mais je l'ai dit, sur un an, ce n'est pas suffisant pour en retirer des données fiables ou statistiques, puisque ici, évidemment, il a surperformé le SP500. Tu peux voir ici au niveau de la cotation qu'on est sur un graphique qui a pris plus 13% sur un an. Sur 6 mois, il a pris 19%. D'accord? On va en reparler juste après. Vérifions d'abord le KID, document d'information clé, très important à toujours vérifier. Risque 5 sur une échelle de 1 à 7. Autre différence avec le SP500 classique qui a un risque 4. En termes de performance, on nous dit que sur base des performances passées, on pourrait avoir 4 000 $ dans le pire des scénarios et 22 000 $ dans le meilleur des scénarios sur base de 10 000 $ investis sur une durée de 3 ans. Je ne sais pas pourquoi il met 3 ans, c'est vachement court, mais donc il pourrait surperformer théoriquement le SP500. En fait, il manque de données, tu vois, pour nous faire quelque chose de propre. J'aime pas trop ça, de voir qu'ils nous mettent ça sur 3 ans, parce que ça sous-entend qu'il prend justement
la portion ici qui l'arrange dans le sens où, bah oui, le top 20 du SP500, il cartonne depuis 3 ans. Donc si tu prends les données sur 3 ans, oui, c'est plus impressionnant et ça peut plus pousser les gens. Tu vois quand même qu'il y a une part de marketing dans tout ça. Je ne veux pas accuser à tort, mais moi je le ressens comme ça en tout cas si tu mets des statistiques sur 3 ans seulement. Derrière, je peux voir qu'au niveau des frais, il n'y a pas, semble-t-il, de frais cachés. On est bien sur un 0,20 pur et ce qui reste donc plus cher qu'un SP500 classique. Donc jusque-là, il n'y a pas que des bons points. C'est au niveau de la performance surtout qu'on pourra réfléchir. Je vais regarder juste avant les positions. Donc on est à 100% aux États-Unis, hein. Beaucoup sur la technologie, 50% sur la technologie, c'est énorme. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, ça c'est Google, Tesla, Berkshire, donc les gros champions. Et tu vois qu'ici, on a de la pondération à 16%, c'est énorme, 16% sur une entreprise comme Nvidia. Je vais aller comparer ça avec toi avec un SP500 classique. Donc il y en a plus de 35 ETF dans le secteur, hein. Et le plus gros, c'est celui-ci, 100 000 millions d'encours sous gestion. Donc là déjà, on est largement gagnant en termes d'encours, hein, dans ce duel. Au niveau de la date de création, il est beaucoup plus ancien, beaucoup plus de données analysées, beaucoup plus de cohérence. Il est physique capitalisant, ça c'est pareil. Est-ce que celui-ci est physique complet? Il est physique complet, donc il achète vraiment les 500 entreprises. Et en termes de TER, on est sur du 0,07. On va quand même vérifier ça en un instant. Au niveau du risque, je te l'avais dit, risque 4. Au niveau des performances, par contre, sur 5 ans, ça correspond plus ou moins à ce que eux nous proposaient sur 3 ans, même si je l'ai dit, ces performances, là, ces estimations, j'en suis pas toujours fan. Et au niveau des frais, il n'y a pas de frais cachés, on est sur un 0,07 pur, tu vois, pas de coût d'entrée, pas de coût de sortie, pas de coût de transaction, on est bon. Et notre performance maintenant, en termes de, pas de cotation mais de pourcent, sur 6 mois, on est à 10% de performance sur un ETF SP500 classique. Sur le top 20, sur 6 mois, on va être sur du 19%. 19% pour le top 20, 10% pour le SP500. En termes de 3 mois, par exemple, on a fait 10% en 3 mois sur le top 20 et en 3 mois, on a fait 6% sur le SP500 classique. Donc oui, on surperforme ici à court terme en tout cas, hein, c'est ce qui veut dire ce que ça veut dire. Sur un an, on était à 4,93% pour le SP500 classique et sur un an, ici, on est à 13% pour le top 20. Donc là, c'est quand même un x2, un bon gros x2, hein, si pas presque un x3. Donc là, oui, c'est assez impressionnant l'écart de performance dans un scénario où tout est fait pour le top 20 du SP500. J'insiste, dans un scénario où ce sont les géants de la tech qui prennent toute la valeur et tout l'argent et toute la capitalisation. Donc bien entendu, ici, c'était gagnant. Mais si la tendance s'inverse, cet ETF SP500 Top 20 prendrait beaucoup plus cher. Donc au niveau maintenant de la composition, je l'avais dit, tu vois, on est sur 50% de tech et des entreprises à 16, 13, 13, tu vois. Ici, pour le SP500 classique, on n'est plus à 50% de tech, mais 36%. Donc c'est plus diversifié. On n'est plus à 16% d'NVIDIA, on est à du 7-8% de NVIDIA, tu vois. Donc, en fait, on se rend compte que cet ETF top 20 du SP500, déjà il est coté en dollars, ça je ne l'ai pas dit, mais bon, ça compte aussi, hein, tu peux prendre ça en compte. Il est à peu près à 5 $ la part, ça c'est par contre pas cher. Et il n'a pas pour vocation, je pense, de remplacer le SP500 classique, pas du tout. C'est pas du tout ça, je l'ai dit, ils ne jouent pas dans la même cour, ces deux ETF qui sont finalement incomparables. Ici on le fait pour le fun, pour essayer de comprendre un petit peu toute la logique et ce qu'il y a derrière, mais en vérité non. Ils sont pas tellement comparables puisque le SP500 tu peux le mettre dans les ETF classiques, à côté du MSCI World, Emerging Markets, le Stock 600 européen, les gros indices mondiaux. Le top 20 du SP500, non, il faut le classer dans les ETF thématiques, d'accord, même si c'est moi qui le dis, ça, hein, il n'est pas officiellement, il n'est même pas classé d'ailleurs sur certains sites, mais il faut le mettre dans les paris dangereux, dans le risque, dans la volatilité, etc. Et il n'a pas pour vocation de remplacer le SP500 dans un portefeuille, pas du tout. C'est plutôt un petit pari, se dire tiens, moi je pense que les grandes entreprises de la tech vont cartonner et qu'elles vont rester en place. Et donc, au lieu d'acheter juste du Nvidia, du Google et peut-être des entreprises ainsi, je me dis tiens, moi j'ai envie de prendre le lot en fait de tout ça en me disant tiens, quelqu'un qui fait du pur stock picking et qui se dit je prends Amazon, Apple, Microsoft, etc. et qu'il y en a une qui se casse la figure, ça fait très mal. Tandis que dans un top 20, tu dis voilà, là je les ai toutes. S'il y en a une ou deux qui se cassent la figure, finalement je le sentirai moins. Donc tu profites de plus de diversification via un lot, d'accord, plutôt que de faire du stock picking de ces actions tech. Et d'un autre côté, tu t'éloignes quand même largement de la gestion passive des ETF et de la large diversification qui est permise dans l'ETF SP500 notamment.
Donc c'est complètement à double tranchant, je ne sais vraiment pas quoi te dire, de toute façon je l'ai déjà dit 40 fois, disclaimer, c'est pas mon objectif et ma volonté de dire aux gens quoi faire. Ici on est vraiment sur une vidéo pédagogique de divertissement où je te présente un truc et que tu peux faire tes propres recherches dessus, nous donner ton avis en commentaire. Pour moi ici le gros problème c'est que l'historique est beaucoup trop court, on n'a pas assez de données pour faire des analyses beaucoup plus correctes que le petit truc fun qu'on a fait, voir s'il y a un bon tracking error sur le long terme, est-ce qu'il suit bien l'indice et les entreprises ou est-ce qu'il n'arrive pas à les suivre comme il faut, quel est le comportement de cet ETF en cas de correction, de crack. On aurait pu allez voir ce qui s'est passé via avril, ça c'est vrai. La remontée a été beaucoup plus spectaculaire. Donc ça, on peut voir des choses, mais on manque encore de données, j'ai l'impression. C'est un peu une sorte d'ovni dans le monde des ETF. Mais dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu, qu'elle te fait réfléchir à différentes manières d'investir et qu'elle te pousse surtout à faire tes propres recherches. N'oublie pas que chacun assume ses propres décisions. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.